face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on a parlé de la gauche, on a parlé des Républicains et de la droite. Parlons maintenant du Rassemblement national. Marine Le Pen est arrivée, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen est arrivée largement en tête lors de ces élections européennes. Marine Le Pen est désormais en campagne pour les législatives. Elle était en déplacement cette semaine à Hénin-Beaumont. Elle a promis un gouvernement d'union nationale en cas de victoire, dit-elle, pour sortir la France de l'ornière. On va l'écouter et je vous passe la parole ensuite. Nous sommes dans un très bon état d'esprit, vous l'imaginez. Nous avons la possibilité de gagner ces élections, de faire un gouvernement d'union nationale avec calme et sérénité. Il faut sortir la France de l'ornière et face à un bloc extrêmement inquiétant, qui est celui de la NUPES 2, qui est pire que la NUPES 1. Eh bien, moi j'appelle tous les Français à se mobiliser, à venir nous aider pour le pays, pour envoyer une équipe qui va faire gagner 3 ans à la France. Voilà pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, Michel Onfray, un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est possible ? Non, parce que je pense que les deux opposants, enfin le bloc macronien et le bloc insoumis, ne sont pas pour l'union nationale. Ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas les Français, ils n'aiment pas les résultats des votes. Après tout, il y a un résultat de vote, les gens ont voté. Ils veulent s'asseoir dessus. Ils descendent dans la rue, ils expliquent qu'ils vont mettre le bazar, qu'ils vont mettre le feu, que c'est interdit, mais à un moment donné, on se dit, vous êtes des démocrates et vous méprisez le vote des électeurs. Votez autre chose, votez autrement, invitez les gens qui n'ont pas voté à aller voter pour que vous ayez peut-être une représentativité élargie. Peut-être d'ailleurs, les gens qui ont compris, moi le premier, qu'il y avait peut-être une possibilité effectivement d'être entendu. Car le problème, c'est que les gens ne sont pas entendus depuis des années. En 92, il s'agissait, au moment du traité de Maastricht, de choisir entre une idée et une opposition à cette idée. L'Europe de Maastricht, ça n'existait pas. Ce serait la fin du chômage, de la misère, de la pauvreté, etc. Bon, c'est facile d'embobiner les gens et de leur présenter l'idée comme la bonne idée. Et en face, on aurait des nationalistes, d'autant qu'il y avait Jean-Marie Le Pen. La fameuse anti-France, dont les anti-Français nous disent qu'ils en sont fiers. Bon, dont acte, puisque effectivement l'anti-France se présente comme l'anti-France, il y aura eux. Et puis il y aura effectivement une autre anti-France qui est la France de Maastricht en disant vivement un État fédéral dans lequel Bruxelles pourra piloter tout seul indépendamment des peuples. Et puis on aura de l'autre côté là, une espèce de France vieille France old school un peu nationale. Est-ce que Marine Le Pen est capable d'avoir des idées qui ne soient pas indexées sur la perspective de la présidentielle ? C'est aussi ça. J'ai cru comprendre qu'ils étaient déjà en train d'enterrer le projet qui était le leur, d'en finir avec la loi sur les retraites. Alors on se dit, ça commence déjà le reniement, c'est pas commencé que ça commence déjà. Attendons les programmes. Non, moi j'ai lu ça dans Le Monde. Un journal qui... Alors ça, vraiment, si c'est dans Le Monde, c'est pas suspect d'être... Donc la chose nous a été dite, ça commence. Alors bon, on voit bien, c'est reniement sur toute la ligne. Ça manque de gaullisme. Et souvent à Paris, enfin en France c'est souvent Paris, et Paris c'est souvent Saint-Germain-des-Prés, et on a une espèce de... Pas tout le temps. Pardon ? Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais enfin oui, vous avez raison. Mais on a vraiment l'impression qu'un ou deux arrondissements à Paris décident de ce qu'est vraiment le bon goût français, puis ça se retrouve dans les pages du Monde, dans les pages littéraires, etc., etc. Et moi, je me souviens d'une époque où il y avait cette espèce de vitalité, des glissants, des chamoiseaux, enfin de tous ces, de Raphaël Confiant, de toute cette espèce d'école, si je puis dire, mais antillaise, où on voyait une autre façon d'habiter la langue française. Plus vivante, plus intéressante. C'est-à-dire qu'à Paris, on était centré sur soi-même, sur ses petites histoires, sur ses petits problèmes personnels, d'ego, de narcissisme et autres. Quand là-bas, ils étaient capables d'avoir quelque chose de vaste, de puissant, etc. Et on peut imaginer que il y a des pays qui peuvent nourrir par leur francophonie, la francophonie française, qui est à un assez mauvais état, je dirais. Bien sûr. Parce que nous, on n'aime pas beaucoup, enfin, ceux qui nous gouvernent n'aiment pas la France, maltraitent le français, ne font pas ce qu'il faut pour ça. Donc, il y a un moment donné où on devrait pouvoir dire, allons voir, là où des leçons sont susceptibles d'être données. Moi qui suis normand depuis 1000 ans, je dis beaucoup que l'un des plus grands normands s'appelait Léopold Sédar Senghor. Exactement. Parce que venant du Sénégal, il avait écrit un livre sur la normanditude, disait-il, la normandité, etc. Enfin, il a fait des très belles pages pour nous expliquer ce qu'était la Normandie, parce que pour moi, je dis, j'ai peut-être 1000 ans de présence en Normandie, mais pour moi, un Normand, c'est quelqu'un qui aime la Normandie, et puis qui y vit. C'est la même chose pour moi avec un Français. Et on n'a pas besoin d'avoir des quartiers de noblesse, on s'en moque éperdument que les gens soient juifs, communistes, musulmans, de droite, de gauche, blancs, noirs, etc. Un Français, c'est quelqu'un qui aime la France et qui vit en France et qui veut contribuer au rayonnement de la France. Il peut être là depuis 6 mois. Et peut être là depuis 1000 ans. Eh bien, la francophonie, c'est ça. C'est une langue qui nous permet ce travail-là. Ce travail d'amour de la France, de sa poésie, de sa musique, y compris le rap, dont on dit beaucoup de mal ces temps-ci, y compris cette façon d'habiter la langue que permettent un certain nombre de rappeurs. Alors, il y a le rap, le slam, qui est une façon
de pratiquer un certain type de poésie, puis après il y a le contenu. Bien sûr, après il y a les paroles. D'apprécier tous les contenus. Ça vous plaît aussi, les nouveaux mots du Dico, ceux qui sont rentrés dans le Robert et le Larousse, avec notamment l'entrée de TikToker, sapiosexuel, afro-descendant, neuro-atypique. Il y a beaucoup de nouveaux mots comme ça. Qu'est-ce que ça dit en réalité de l'évolution de notre langage? Ça l'enrichit ou ça l'appauvrit pour vous, Michel Onfray? Alors, les deux en même temps, parce que je crois qu'un dictionnaire, il ne grossit pas d'année en année, il fait toujours le même poids, le même volume. Donc il y a des mots qui sortent. Oui. Donc, et ce serait ça qui serait intéressant, je pense, de faire aussi une espèce de contre-théorie de ça, en disant, bon, d'accord, sapiosexuel, on voit bien, mais qu'est-ce qui a disparu? Quel mot a disparu? Je pense que bon, le langage évolue, la vie évolue, la cité évolue, etc. Il est normal qu'on crée des mots, qu'on les fasse rentrer dans le dictionnaire, c'est la vie d'une langue, mais je pense qu'on gagne en mots d'actualité, ce qui n'est pas terrible, et on perd probablement en mots de précision. Et il y a probablement des mots très techniques que plus personne n'utilise. Prenez un livre, par exemple, il y a 6 ou 7 mots pour qualifier le dos, la tranche, etc. Enfin bon, tous ces mots-là, si vous prenez un tonneau, c'est la même chose, la douelle, la bonde, etc. Les gens, ils savent plus ces choses-là, parce que un tonneau, vous savez vaguement ce que c'est, mais donc je pense qu'on appauvrit un vieux fond, et qu'on modernise avec le vocabulaire du jour. Bon, en même temps, ce sont des idées intéressantes. Les idées qu'une femme puisse être intéressée sexuellement par un homme intelligent, par exemple. Il n'y avait pas de mots pour dire ça. Bon, ben... Mais il y a souvent des contractions de mots aussi. On met 2 mots en un seul. Par exemple. Sapiosexuel, afrodescendant, voilà. En fait, on contracte. Là. Oui, mais ça, vous savez, toute l'étymologie, c'est ça. Hein. C'est un mélange de grec, de latin, et on vous fabrique des mots comme ça. Aristocratie, par exemple, c'est le pouvoir des meilleurs. Ce sont 2 mots grecs. On fabrique des collisions. Alors aujourd'hui, on fabrique des collisions avec de l'anglais, assez probablement, parce que, évidemment, quand vous avez du grec ou du latin, c'est qu'il y a eu un empire grec, un empire romain, c'est qu'il y a eu une puissance grecque et hellénistique. Aujourd'hui, vous avez une puissance anglo-saxonne, puisque ce sont eux qui font la loi planétaire, et je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de mots russes ou chinois, par exemple, qui entrent dans le dictionnaire, mais en revanche, beaucoup de mots qui procèdent du vocabulaire anglo-saxon. Bon, écoutez, en tout cas, vive la francophonie, vive le français, cette langue vivante, si belle, bien sûr. à écrire, à parler. Que vous parlez si bien. Bon, j'aimerais qu'on écoute maintenant la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui était notre invitée cette semaine. Elle estime, elle, que les universités ne sont pas des lieux de militantisme effréné. On l'écoute. C'est inacceptable, c'est intolérable. Les universités, les grandes écoles sont des lieux d'apprentissage, c'est des lieux où l'on forme notre jeunesse, et ces lieux ne doivent pas devenir des lieux où, d'une part, on transforme ces lieux en lieux de militantisme effréné. On voit que l'amphi a été rebaptisé. Ça n'est pas acceptable. C'est une évidence que ces lieux... Pourtant, le sont des lieux de militantisme effréné, nos universités, nos facs. Depuis toujours. L'université, c'est fait pour ça. C'est fait pour porter l'idéologie dominante. On ne pense pas à l'université, on reproduit. C'est-à-dire que moi, quand j'y étais, c'était l'époque structuraliste. On n'avait pas intérêt à ne pas être structuraliste. Hein. Il fallait défendre Deleuze, Foucault, etc., Guattari, tous ces gens-là. Et puis moi, j'avais mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, qui disait la bonne vieille méthode érudite, lisez, travaillez, faites des recherches personnelles, ne vous occupez pas de tout ça, ça passera. Il avait bien raison. Sauf que l'université a été marxiste, elle a été lacanienne, elle a été structuraliste, elle est aujourd'hui wokiste. Je rappelle quand même que dans les années 30, Hitler est au pouvoir en 1933, au bac français, on a choisi un texte d'Heidegger, philosophe nazi. Et c'est Nizan qui dit, peut-être qu'on pourrait trouver un autre philosophe quand même, que de présenter un philosophe nazi, antisémite, au bac de français dans les années 30 tout de même. Est-ce qu'on pourrait pas faire les choses autrement? Non, moi je suis pas étonné, ce sont des endroits de cooptation. Bourdieu avait fait des belles analyses de tout ça. Hein. Ce sont des endroits de cooptation où on ne coopte pas des gens qui sont des mavericks, comme on dit, c'est-à-dire le cheval qui court à côté du troupeau. De la bande. Non, il faut absolument être dans la bande, et puis après, ça change. Hein. Donc, de l'embrigadement, c'est ce que vous nous oui, décrivez. Moi, j'ai eu des profs qui ont été communistes. Regardez Foucault, il a été communiste, après ça, il a été gauchiste, après ça, il a été islamo-gauchiste, après, il finissait libéral. Au moment où il est mort, il travaillait avec le MEDEF. Et donc, voilà quelqu'un qui a épousé, sans oublier les Solers, par exemple, qui lui aussi a démarré au PC, a été maoïste, a fini chez Balladur, en passant par la défense du catholicisme. Toutes ces institutions, elles ne défendent que les pensées dominantes. Et d'ailleurs, elles criminalisent les pensées qui ne sont pas des pensées dominantes. Elle interdit l'université. Vous pensez que Camus était prof d'université. Dès qu'il y a eu une pensée libre, elle ne s'est pas exprimée dans l'université. Nietzsche n'était pas professeur d'université. Qu'est-ce que c'est qu'un génocide? C'est de dire, détruisez-les tous. Détruisez-les tous.
Israël n'a pas dit détruisez-les tous. C'est pas compliqué. Sinon Israël descendait avec ses avions et bombardait la bande de Gaza, la bande de Gaza, du nord au sud, et puis il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus aucun Palestinien. Ça se serait appelé, dans la bande de Gaza, ça se serait appelé un génocide. Ça n'est pas un génocide que de mener une guerre dans laquelle, effectivement, hélas. Déclenchée par le Hamas, on le rappelle. Voilà, mais ça s'appelle une guerre dans laquelle il y a des victimes civiles. Je rappelle que la totalité des victimes, enfin peut-être moins 2 ou 3 personnes, mais du 7 octobre, c'était des civils. C'était des gamins, des jeunes, des gens de 20 ans qui s'en vont danser, qui s'en vont faire la fête, qui boivent un coup, et puis ils sont pas des militaires. Et il y avait même des kibboutz dans lesquels des Palestiniens travaillaient. C'était quand même pas non plus que des colons méchants, etc., etc. Donc il y a un moment donné où il faudrait un peu plus de mesure, un peu plus de sens de l'histoire, un peu moins d'idéologie, pour faire savoir qu'il est un peu facile de son fauteuil en France de donner des leçons à Israël en disant génocide par-ci, génocide par-là, quand on n'est pas capable de dire qu'il y a eu un génocide des Vendéens, dont Robespierre et les siens avaient fait savoir à l'époque qu'il fallait tous les détruire parce qu'ils étaient Vendéens. Personne ne dit qu'il faut détruire les Palestiniens parce qu'ils sont musulmans et détruisez-les tous. Ça serait véritablement un génocide. Et évidemment, je parlerai de génocide et je m'opposerai à ce génocide. Ici, c'est une guerre qui a été déclenchée. On ne peut pas déclencher par le Hamas. On ne peut pas déclencher une guerre puis après dire « Ah, mais vous êtes méchants dans votre façon de répondre à la guerre que nous avons déclarée. » Bah oui, mais c'est vous qui l'avez déclenchée. Et je pense d'ailleurs, ça c'est peut-être à mettre au pot commun de la réflexion, que cette guerre-là, elle a été voulue par le Hamas. Le Hamas voulait que Netanyahou réagisse comme ça. Peut-être le moment serait... C'est un piège, ça s'appelle un piège. C'est un piège. Et peut-être qu'on pourrait demander à ce que Netanyahou quitte le pouvoir et que des élections soient organisées pour que les Israéliens choisissent un gouvernement de guerre. Et pas forcément cet homme qui est juge et parti et qui a des intérêts dans l'aventure. Il a besoin, lui, que ça continue la guerre. Je pense que la communauté internationale s'honorerait de dire on refait des élections pour que vous ayez un chef de guerre. Et ce chef de guerre, vous allez choisir, c'est peut-être pas Netanyahou. Et si ce chef de guerre, il veut vraiment radicaliser la guerre, il la radicalisera. Et s'il veut la paix et qu'il a les moyens de la paix, il le fera aussi. Ça s'appelle la démocratie. Voilà, on va juste encore évoquer le cas de Marine Le Pen, mais alors côté judiciaire, parce qu'il y a eu cette semaine la fin du procès dans le cadre des assistants du Parlement européen, qui étaient à l'époque du Front National. Elle s'est exprimée à l'issue des audiences, ses avocats ont plaidé. On sait que dans les réquisitions, il y a eu un jugement extrêmement dur demandé, c'est-à-dire une peine de prison, une amende et également une peine d'inéligibilité, je vais y arriver, exécutoire. Écoutons Marine Le Pen à la sortie de l'audience. J'ai dit que c'était un procès qui était fait par des politiques à des politiques, voire à la politique. Voilà. Et je crois que ça a été révélé de manière lumineuse par Maître Bosselu. Voilà pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est catastrophique pour vous ? Ce qui est catastrophique, c'est que la justice ne soit plus juste, mais qu'elle soit politique, que ce soit une justice idéologique, parce que ça, c'est ce qui caractérise les régimes totalitaires. Tout le monde sait qu'à l'époque soviétique, la justice n'était pas neutre. Tout le monde sait qu'à l'époque nazie, la justice n'était pas neutre. Tout le monde sait qu'à l'époque de Franco, enfin, quels que soient les régimes autoritaires, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, etc., la justice est aux ordres. Là, on voit bien qu'une certaine justice est aux ordres. Cette façon de dire on ne veut pas que le peuple vote pour vous, et d'une certaine manière, on va se débrouiller pour que vous ne puissiez pas être présent à des élections comme ça, c'est la meilleure façon de faire, de telle sorte que le peuple ne vote pas pour vous. C'est gros comme une maison, ça n'abuse personne. On a vu que d'autres, François Bayrou, par exemple, s'en était sorti un peu mieux. Alors, il ne s'agit pas non plus de dire elle a le droit de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Elle a fait des choses qui sont répréhensibles d'un point de vue juridique. Donc, qu'elle soit jugée. Je suis pas contre la justice, je suis pour une justice juste, et pas pour une justice politicienne, pour une justice idéologique. Là, on voit bien que tout est fait, et on aura tout, d'ici les prochaines élections, quelles qu'elles soient, mais présidentielles, en particulier, tout sera fait pour la faire tomber, comme tout avait été fait pour faire tomber Nicolas Sarkozy, tout avait été fait pour faire tomber François Fillon, et comme par hasard, rien n'est fait pour faire tomber Jean-Luc Mélenchon. Et effectivement, il y a dans les textes sacrés de quoi faire son marché. Que ce soit dans la Torah, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ou dans le Coran, on peut choisir des textes qui vont nous permettre de défendre une option violente ou une option pacifiste. Il y a dans le Nouveau Testament des invitations à la violence. Jésus, avec un fouet qui chasse les marchands du temple, c'est pas le Jésus qui nous dit il faut tendre l'autre joue. Donc il y a eu tout un travail de civilisation, la civilisation judéo-chrétienne, pour nous faire savoir que, même s'il y a eu les croisades, etc., mais que le Jésus pour tout le monde, c'était le Jésus du pardon des offenses, c'était le Jésus de l'autre joue tendue. Il y a dans le Coran, effectivement, matière à un islam de paix.
Et de tolérance. Et de fraternité et de tolérance. Et puis il y a aussi dans l'islam nombre de sourates et de versets qui sont extrêmement violents, belliqueux, et qui nous disent d'ailleurs que si l'on est violent et belliqueux, on obtient son paradis. Ça, c'est problématique. Parce qu'effectivement, il y a une logique du pardon dans le christianisme et il y a une logique de la vengeance dans l'islam. Il a été dit à un moment donné qu'il ne pouvait pas être question de crimes d'honneur, que c'était des crimes de déshonneur. C'est ça. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui ai dit, on parlait de crimes d'honneur à propos Absolument. du jeune Chemseddine. Oui. Moi, je dis que ce sont des crimes de déshonneur. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Michel Onfray ? Et Dupond-Moretti a repris votre formule sans dire qu'elle était... Non, il a dit crime d'honneur. Oui, d'horreur. Qui pour moi ne veut rien dire. Oui. Parce que pour moi, c'est honneur-déshonneur. Oui, parce qu'il n'y a pas un honneur. Ça, c'est l'erreur de la Révolution française, de laisser croire que nous sommes universels. On est tellement géniaux, nous les Français, qu'on a dit la vérité pour toujours et pour tout le monde. Et que nous avons une bonne conception du droit, de la liberté, du féminisme, etc. Et que les autres civilisations n'ont qu'à se mettre au pas. Je rappelle quand même que c'est toute cette gauche qui rend possible les guerres les guerres de la Révolution française et puis ensuite le colonialisme et l'universalisme. Moi, je ne suis pas universaliste. Je pense qu'il y a un honneur musulman. Et que les musulmans procèdent d'une civilisation arabe, pour certains, pas tous. On peut être musulman et ne pas procéder d'une civilisation arabe, je renvoie à l'Iran, la Perse. La Perse, ça peut être la même chose, effectivement, en Afghanistan ou au Pakistan. C'est-à-dire, nous, on pense trop souvent que l'islam, c'est finalement l'islam de l'Afrique du Nord et point à la ligne, et c'est pas autre chose. C'est plus compliqué que ça. Et il y a donc une tradition arabo-musulmane qui fait qu'effectivement, à un moment donné, au moment de l'Hégire, dans les années 600, on a une civilisation qui devient une civilisation islamique. Mais avant, il y a une civilisation qui est une civilisation arabe, qui est une civilisation de tradition chevaleresque. On a le sens de l'honneur. Et, alors je ne juge pas. Il y a ceux qui nous disent l'islam c'est tellement formidable, il y a des gens qui nous disent l'islam c'est une telle catastrophe. Le philosophe dit mais c'est quoi exactement l'islam ? Est-ce qu'on peut s'entendre ? Est-ce qu'on peut réfléchir sur ce qui signifie l'honneur ? Il y a une conception de l'honneur arabo-musulmane qui n'est pas la conception de l'honneur judéo-chrétienne, la nôtre. Parlons quand même des traditions chrétiennes parce que on est à quelques jours de Noël et il y a de nombreuses mairies qui sont encore l'objet de recours juridiques après l'installation de crèches ou dans les mairies ou juste à proximité. Je pense notamment à Robert Ménard à Béziers qui chaque année installe cette crèche parce que voilà, il y a des milliers d'habitants de sa commune qui viennent visiter cette crèche de la nativité, quelle que soit leur religion, parce que voilà, c'est important. Est-ce qu'il y a un acharnement à lutter contre les symboles chrétiens aujourd'hui dans notre pays, Michel Onfray ? Évidemment, de la part de militants qui sont minoritaires. Parce que moi j'ai plein d'amis athées qui ne croient évidemment pas en Dieu, mais qui, ayant des petits-enfants, par exemple, c'est mon cas, peuvent faire un sapin, mettre des boules, faire une crèche, etc., en disant, c'est culturel, mais c'est aussi culturel. Mais tous ceux qui nous disent que, y compris Jacques Chirac, qu'il n'y a pas de racines judéo-chrétiennes à la France, sont des gens qui vont dans ce sens-là. Et le pape a dit des choses intéressantes en dehors de la démographie. Il a parlé d'une redéfinition de la laïcité. C'est très intéressant. J'ai oublié de vous interroger là-dessus. Oui. Et c'est pas grave. Il dit qu'il ne faut pas opposer la culture chrétienne à la culture laïque. Eh bien voilà. Et moi, je trouve intéressant qu'on puisse dire ça se repense un concept. J'ai fait ma thèse avec une professeure de philosophie juridique, Madame Goyard, et donc on a travaillé la question de la philosophie politique et juridique, et elle a vu une espèce de religion de la loi. Et moi, je lui disais toujours, moi j'ai la religion du peuple. Et la loi, c'est le peuple. La loi, elle se défait. Elle se fait, elle se défait. Jadis, on en envoyait sous la guillotine les femmes qui étaient des avorteuses, comme on disait. Et aujourd'hui, on rembourse l'avortement avec la sécurité sociale. Donc il s'est passé des choses entre deux. Et heureusement qu'on a touché à cette loi, comme on a touché à d'autres lois. Donc on doit pouvoir aujourd'hui toucher à des lois. Et quand on dit 1905, la séparation de l'Église des Églises et de l'État, on dit oui, mais 1905. Combien y avait-il de musulmans, combien de mosquées en France, etc., etc. Et donc, il y a à réfléchir sur ce concept. Il est ancien, mais il faut le penser de manière nouvelle. Alors, il y a toujours la laïcité très étroite, genre aucun signe. Et là, ça devient problématique. Moi, je ne veux pas que, par exemple, on puisse ne pas porter la kippa en France. Et d'une certaine manière, le voile, c'est la même chose. Moi, je dis, le voile, ce qui est important, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est pas ce qu'on a sur la tête. Je connais des femmes qui portent le voile et qui ont une tête bien faite, intelligente, républicaine et française. Et puis d'autres qui ne portent pas le voile. D'abord parce qu'ils sont des garçons. Et qui, eux, sont des gens qui détestent la France, la République, etc. Si on veut pacifier, il faut effectivement que la laïcité soit repensée. Et repensée à partir des étymologies, repensée à partir de l'histoire, repensée à partir de l'évolution de la France pour faire de telle sorte que ce soit pas oui à tout ou non à tout. Ou non à tout. Donc ouais, la République n'est pas en péril quand on a installé une crèche dans une mairie. Et puis par ailleurs, si un maire a envie de fêter la rupture du Ramadan, il peut le faire
Et quand le président de la République a allumé la bougie de Hanouka, par exemple, à l'Élysée, il y a des gens qui disent « Oh, ça se fait pas, c'est pas le lieu, etc. » Si, ça peut être le lieu. Quand les communautés sont diverses et multiples en France, un chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit les respecter tous, c'est pas, et qui peut aussi les honorer tous, mais toutes. C'est pas celui qui, par exemple, dit « Moi, je vais transgresser la loi millénaire qui permet et qui interdit, par exemple, à un roi ou un chef d'État d'aller parler dans l'enceinte de Notre-Dame. » Vous voyez ce que je veux dire? Un tout petit mot quand même de la visite du pape François en Corse. Ça a été un événement assez exceptionnel, une grande liesse, une grande joie partagée par les Corses, parce que c'était une visite placée sous le signe de la piété populaire. Il a évoqué un certain nombre de choses. Le pape, on va d'abord l'écouter, parler des enfants. Il a été très surpris de voir qu'il y ait autant d'enfants autour de lui. Écoutez ce qu'il en a dit. Je voudrais souligner une chose. Avez-vous vu le nombre d'enfants en Corse? C'est une terre qui fait des enfants. Pensez à d'autres voyages où vous ne les avez pas vus. Que ce soit au Timor oriental ou ici, j'ai été heureux de voir un peuple qui fait des enfants. C'est l'avenir. Et je vous remercie beaucoup pour votre travail. Merci. Voilà pour le pape dans l'avion de retour. C'était Air Corsica qui l'a ramené jusqu'à Rome. Il a dit, alors ça évidemment, il souligne la vitalité démographique de la Corse, parce qu'il sait bien que le grand enjeu des pays occidentaux, c'est la chute de la natalité. Il a parlé aussi beaucoup des aînés. Il a dit, occupez-vous de vos aînés. Ils sont la sagesse du peuple. Vous êtes d'accord avec ces notions ? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait de faire des enfants. Je pense pas qu'il en ait fait beaucoup. Et je pense pas que quand on est... Michel, enfin on en fasse beaucoup. Non, mais c'est la théorie du célibat qu'il faut poser aussi sur cette question-là. Jésus n'a jamais invité à être célibataire. C'est Saint Paul qui invite à l'être. Ok. Mais là, sur la question de la natalité. S'il veut qu'on fasse des enfants, il faudrait peut-être qu'il s'en occupe autrement. Je veux juste dire une chose. J'étais en Israël il y a une dizaine de jours. Eux aussi font beaucoup d'enfants. Et ils ont bien raison, parce qu'un peuple qui croit à son identité fait des enfants. Il croit à son identité, donc il croit à son fils. Je parle du peuple corse, pour le coup. Il pense à son avenir, il croit à son avenir, il sait qu'il a un passé. Il y a une tradition forte en Corse, on le sait, des traditions. Des traditions culturelles, linguistiques, culinaires, des traditions littéraires même. Il y a un droit, un vieux droit, enfin le droit de la vendetta. Moi, j'ai travaillé cette question-là à une époque. Il y a une identité corse, c'est évident. Comme il y a une fierté, et puis une fierté. Ah, ça c'est sûr, et ils ont bien raison. Ils ont raison. Mais bien sûr, comme les Bretons ont raison d'être fiers, et comme les Normands n'ont pas raison de ne pas l'être, et comme probablement les gens de Savoyard. Mais le sont-ils un peu. Donc il a raison sur cette question de faire des enfants. Mais c'est une question de démographie, elle a bien été abordée par Pierre Chonu, démographe et historien important de Caen, qui a travaillé, qui vivait à Caen, qui connaît bien son fils Emmanuel, qui est un dessinateur aujourd'hui. Et il a abordé cette question de la démographie. Et le pape a raison d'aborder la question de la démographie de cette manière-là, en disant, si vous faites des enfants, c'est que vous avez une santé identitaire. Faire des enfants, c'est manifester une santé identitaire. Sur la question des anciens, il a raison. Eh oui. Il le rappelle une évidence. Occupez-vous de vos anciens, ne les abandonnez pas dans les EHPAD. Sûr. Moi, j'ai connu une époque, quand j'étais enfant, où les parents âgés, enfin pas forcément âgés, mais malades, pouvaient être plus facilement malades rapidement, vers la soixantaine, dans une vieille personne, et on était chez les enfants, pour le meilleur et pour le pire, mais on était, les parents, ils étaient dans les maisons familiales. Aujourd'hui, ils sont dans des usines à crever, comme disait Tachant, qui était un chanteur que j'aimais beaucoup. C'est terrible. Après, Michel, on sait aussi que le grand âge pose d'autres questions aussi sur le long terme aux familles. L'espérance de vie s'allonge et le grand âge et les maladies, notamment de démence sénile, posent des vrais problèmes aussi aux familles. Et les familles qui sont promptes à envoyer pépère et mère à l'EHPAD, elles sont promptes aussi à aller chez le notaire rapidement quand l'héritage est là. Ah oui, c'est-à-dire que pas antinomique, oui. Non, c'est même plutôt comme ça que ça fonctionne. Si on se débarrasse des personnes âgées rapidement, en se disant, bon, ça ira, on ira la voir de temps en temps, mais quand même, le jour où il y a la mort, alors là, pour le coup, au notaire, on pose les bonnes questions, en disant, bon, finalement, il y avait combien dans le coffre ? Donc, il y a des droits et pas de devoirs. Il y a le droit d'hériter des grands-parents ou des parents, mais il n'y a pas le devoir de s'occuper de ses parents. Moi, ma mère vient d'avoir 90 ans, 1er novembre. Et on l'embrasse. Ben oui, puis elle nous regarde. Mais j'ai plaisir, moi,
à honorer mon père et ma mère, comme on disait jadis, et comme on nous apprenait à le faire. Et donc, on ne le fait plus aujourd'hui. C'est vrai. On a fait la visite à ses parents, puis on dit, il me reconnaît pas, ou je sais pas quoi. Mais personne n'envisage de garder les anciens à la maison. En France, c'est vrai. C'est plus vrai en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse, les anciens. Mais tradition moins chez méditerranéenne, nous. tradition méditerranéenne, tradition arabe. Les Arabes ont une grande, aussi. et islamique et musulmane, une tradition où on s'occupe de leurs enfants. Pas ses parents, et puis on honore ses parents. On les honore. On les honore. Alors, vous avez été choqué, Michel, par des photos de Madonna et du pape François. Alors, des photos trafiquées, fabriquées par l'intelligence artificielle, on va quand même le noter, parce que la star de la pop s'est amusée avec l'intelligence artificielle, à inventer des clichés du pape collés serrés contre elle. Ça vous a choqué ? C'est la reine de la provoque. Oui, non, c'est pas choqué. Je ne vous aurais pas repris sur le mot, mais je vous reprends parce que vous allez-y, reprenez-moi. Sur le mot. Non, ça m'a pas choqué. Ça m'a justement interpellé d'un point de vue intellectuel, en me disant, mais on ne croira plus les images. Maintenant, c'est clair, c'est très clair. On peut fabriquer les images qu'on veut. D'ailleurs, j'ai un livre à paraître là bientôt et on m'a dit, ça fait longtemps que tu t'es pas fait photographier, donc on a pris un contact avec une photographe qui m'a photographié. Puis alors après, sur son ordinateur, elle m'a dit, on va enlever ceci, enlever cela. On vous a retouché, Michel Onfray ? Oui. Et donc, je n'ai pas consenti au fait qu'on me retouche. Et j'ai dit non, c'est moi, c'est comme ça. Elle me dit là, les petits poils, vous les voulez ? Je dis non, ça c'est parce que je me suis mal rasé, vous pouvez les enlever. Mais ceci dit, pour le reste, un peu, le double menton, les rides, les machins, je dis non, vous laissez, c'est comme ça, on va pas faire semblant. J'ai la tête que j'ai, et puis voilà. Donc, c'est pas la vérité, une photo retouchée. Aujourd'hui, je vais pas vous parler à vous qui êtes patronne de presse, mais vous savez bien, nombre de photos sont retouchées. Parce qu'il faut que ce soit à l'avantage de tel ou tel. Et ça veut dire que la post-vérité dont nous parlons en philosophie, on dit Nietzsche, la post-vérité, etc. Ça paraît compliqué, on pourrait faire une petite dissertation sur l'origine philosophique de la post-vérité, sauf que la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que, peut-être un peu trivial, mais elle est quasiment en train de faire un French kiss au pape, cette dame avec une photo qui est d'une saisissante de vérité ou de réalité. Alors c'est vieux, quand le communisme estimait que le camarade Trotsky n'était plus présentable, on l'effaçait sur les photos. C'était un vieux travail de photographe, au moment où on faisait les tirages, on effaçait et puis il n'y avait plus rien. Donc c'est vieux cette histoire. C'est même vieux quand on repeint, on fait des repentirs, les braguettonnés, enfin ceux qui faisaient des braguettes par exemple à Adam qui était tout nu, on se dit cachez-moi ce sexe que je ne saurais voir, et il y avait des peintres dont le boulot consistait à faire passer une feuille comme par hasard juste au bon endroit. Donc l'idée de cacher la réalité parce qu'elle est choquante, ou éventuellement de fabriquer une autre réalité, voire de critiquer une réalité parce qu'elle se bat, cette femme, contre la politique du corps, disons-le comme ça, ou sexuel, de l'Église, en disant je fais une provocation. Et c'est toujours le problème que j'ai avec le fait de blesser des gens, donc le fameux droit au blasphème. Moi, je suis pour le droit au blasphème, mais pour le devoir de ne pas en user. Parce que on peut blesser des gens, on peut blesser des croyants. Alors, je sais que moi, j'ai pu blesser, par exemple, des croyants en écrivant ma théorie de Jésus ou mon traité d'athéologie, mais je ne savais pas qu'on pouvait blesser des gens en mettant en doute l'existence, en disant que Jésus n'avait pas existé historiquement, mais qu'il était le produit d'un assemblage textuel à partir de l'Ancien Testament. Mais j'ai pas fait des choses volontairement pour blesser. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire des photos comme celle-ci pour nuire. Et c'est ça qui est plus problématique. C'est-à-dire que vous faites se rencontrer des gens en disant, mais vous avez vu, je sais pas, telle personne politique, elle serrait la main de Bachar el-Assad. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est peut-être vrai, mais ça peut être aussi faux. Et ça va très vite, une photo. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut prendre le contrôle de l'humanité ? Elle le prendra. C'est évident. Et tous ceux qui aujourd'hui nous disent non, elle peut pas faire ceci, elle peut pas faire cela. Oui, je dis souvent que le premier qui traverse l'Atlantique ou qui traverse la Manche en avion avec du Balza, avec des choses comme ça, Blériot et autres, ce sont des gens qui sont séparés de 60 ans du vol du Concorde. C'est-à-dire d'un vol supersonique qui permet d'emmener, de faire un vol commercial. Donc 60 ans, c'est pas grand-chose. Et là, ça s'accélère. Mais quand il y aura 60 ans d'intelligence artificielle, vous verrez ce qu'elle sera capable de faire, l'intelligence artificielle, parce qu'elle se nourrit d'elle-même. Donc moins les gens connaissent, moins elle est puissante, plus ils connaissent, plus ils l'utilisent, plus elle est puissante, puis on aura des calculs, des ordinateurs quantiques ou des choses comme ça qui font que ça pensera aussi vite qu'un humain, ce genre de machine. Puis quand on dira à cette machine, pense par toi-même, c'est l'apprenti sorcier, vous savez, le balai qui finit par fonctionner tout seul, eh bien, il y a un moment donné où on ne pourra plus retenir tout ça. Parce qu'il y a du bien, il y a du mal dans cette intelligence artificielle. Elle est capable de faire des choses extraordinaires. Elle peut calculer des planètes et découvrir des planètes. Elle peut faire des diagnostics médicaux et les faire beaucoup mieux que les 100 meilleurs médecins français ou planétaires, par exemple. Elle peut trouver des choses. Elle peut trouver des molécules. Elle peut, à partir de l'ensemble des molécules qui existent, inventer des médicaments que les humains n'auront pas trouvés. Donc ça, c'est formidable. Mais
si ça n'est pas soutenu par la morale, c'est comme toujours, c'est pareil tout le temps, quoi. C'est la fameuse « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », disait Rabelais. Eh bien, c'est ça. Une science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Si vous dites « oh, l'intelligence artificielle, c'est formidable », s'il n'y a pas d'éthique derrière, eh bien, ça va être la pire des choses. Donc, s'il n'y a pas de règles... Et il y a des éthiques, vous savez, qui sont sans effet sur un certain nombre d'esprits sataniques, disons-le. Donald Trump, ça ne nous a pas échappé, a donc été élu 47e président des États-Unis, déjouant tous les pronostics. On va y revenir. Il a été élu sur 3 idées très simples. 1, rendre sa grandeur à l'Amérique. 2, redonner du pouvoir d'achat à ses concitoyens. Et 3, contrôler les frontières des États-Unis. On va juste l'écouter, remercier ses électeurs, affirmer que c'est un mouvement de fond qu'il a porté au pouvoir. Et puis je vous passe la parole. D'abord Donald Trump. Et je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand mouvement politique qui n'ait jamais existé dans notre pays. Et même au-delà. Nous arrivons à un nouveau niveau de notre mouvement politique, car nous allons aider notre pays, car il a besoin d'aide. Nous allons nous occuper de la frontière. Nous avons écrit l'histoire cette nuit. Voilà pour Donald Trump, Michel Onfray. Comment est-ce que vous analysez cette victoire de Donald Trump ? C'est la victoire d'un souverainiste contre les mondialistes. Donc ceux qui pensent encore en termes de droite et de gauche, je pense toujours qu'on peut réfléchir en termes de droite et de gauche, parce qu'il y a une droite souverainiste, une droite qui est mondialiste, une gauche souverainiste et une gauche mondialiste. Et lui, effectivement, il est là en train de nous dire « America first », l'Amérique d'abord, les Américains d'abord. Je trouve qu'il a entièrement raison. Un chef d'État est fait pour chefer un État, quand il reste un État. Et il est là pour défendre ses concitoyens. C'est très exactement le contraire en France, où c'est l'Europe d'abord, la France après s'il en reste, et puis sûrement pas les Français dont je n'ai pas l'intention de m'occuper. Je m'occupe de l'Europe, nous dit Emmanuel Macron. Lui, il dit juste aux gens, moi je suis là pour défendre les Américains qui souffrent. Et effectivement, il défend cette idée qu'on doit pouvoir disposer de frontières pour pouvoir contrôler. Il dit pas on veut pas d'étrangers, on veut pas d'immigrés, il dit pas ça. Il dit ceux qui entrent doivent être connus comme entrants et ils doivent entrer pour des raisons légalement. Légalement, voilà, il fait juste l'éloge de la légalité. Donc évidemment, quand le Parti communiste dit qu'il est fasciste, quand le Mediapart dit qu'il est L'Humanité avait fait sa une. Il avait fait sa une. Ils avaient fait la une. Quand le fascisme est rouge, ils adorent. Et donc, mais ce fascisme-là, il le fantasme parce que finalement, il a été 4 ans au pouvoir, que je sache. Donc on va pas dire il sera, il n'a pas été. Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait, plagié le général de Gaulle, mais aurait attendu 4 années au pouvoir pour devenir fasciste en étant réélu une seconde fois. Il y a eu l'assaut du Capitole qui a quand même posé un certain nombre de questions. Non, ça aussi, c'est une lecture qui est faite et il a laissé faire. Il a pas, et puis les portes ont été ouvertes. Il y a des gens qui étaient consentants à tout ça. C'est pas du tout. Alors évidemment, la théorie du c'était un coup d'État, il a voulu mettre par terre l'État de droit. Tout ça, c'est le narratif, comme on dit désormais, c'est le narratif des mondialistes qui veulent absolument qu'il soit d'extrême droite, qu'il soit fasciste, qu'il soit homophobe, qu'il ait l'intention de reprendre les déportations. J'ai entendu des commentateurs, des journalistes. En parlant de migrants, voilà, bien sûr. Les déportations. On parlait des rafles. Et je dis, mais voilà, ça y est, c'est reparti. Même lexique, c'est le champ lexical qu'on connaît. Hein. Mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est la même chose en France. On connaît exactement les mêmes problèmes avec la France. Moi, je pense que ce sont les chefs d'État qui ne disent pas « mon peuple d'abord », qui devraient aller en haute cour de justice. Je ne parle pas de la suite, mais qui devraient aller en haute cour de justice, parce qu'on devrait leur dire, mais vous avez des comptes à rendre, vous avez été élus par le peuple, pour le peuple, et normalement, la souveraineté nationale, c'est vous. Donc vous n'allez pas demander au peuple qu'il vous mette à cette place, et une fois que vous êtes à cette place, faire de telle sorte que le peuple, vous allez le mettre à la poubelle. Genre, je ne parle même pas de 1992, on n'a pas le temps pour que je puisse défendre ma thèse sur Maastricht, mais 2005, dans le genre 2008, on la connaît. Oui, et donc cette façon de mépriser le peuple, on l'a vu avec tous les fameux... C'est la revanche descendants, et c'est formidable, j'adore le sourire. Et des gilets jaunes américains, en quelque sorte. Mais bien sûr, c'est complètement ça. Et on voit bien qu'il y avait quand même... Les journalistes sont des faiseurs d'opinion. Vous savez bien, enfin pas forcément... Ils l'étaient. Non. Je veux dire, aux États-Unis... Ils se sont trompés complètement. Non, mais 90% de la presse ici, alors je ne parle pas de la France. Vous avez vu comment, finalement, l'humanité nous dit des choses qui ne sont évidemment pas ce que dit Libération, encore que ce que dit, disons, le Figaro, etc. Mais finalement, au bout du compte, ils nous disent tous voter Macron. Donc, en fait, ils sont en train de formater une opinion, ils font semblant de dire on est très opposés. Vous voyez comment Mélenchon embrasse quasiment sur la bouche Macron quand il le rencontre à Marseille. Finalement, Mélenchon défend les thèses du patronat français sur l'immigration. Enfin bon, tout ce monde-là s'entend très bien. Et d'un seul coup, vous avez un Trump qui dit mais moi, je mets un coup de pied dans tout ça.
tous ces gens qui sont tellement respectueux du climat, des COP, etc., qu'ils voyagent en jet privé pour aller d'une capitale européenne à une autre capitale, pour aller dans leur maison privée de, je sais pas quoi, de Rome, avant de repartir à Tokyo, tout ça avec leur avion privé, en défendant évidemment les thèses écologiques. Le français, enfin l'américain moyen, à qui on dit vous arrêtez de polluer avec votre 4x4 bruyant et votre diesel, là, pendant que ces gens-là font le tour du monde avec des yachts, des avions privés, etc. Donc, à un moment, on dit, ces gens-là, on dit, on a marre de votre insolence, de votre arrogance, de votre suffisance. Justement. Et donc, je voulais juste dire que, effectivement, les journalistes fabriquent l'opinion, les sondages fabriquent l'opinion aussi. C'est cette façon de dire, c'est touche-touche, c'est vraiment coude à coude. Mais en même temps, vous avez 2 ou 3 points qui permettent de dire c'est un peu au-dessus, un peu en dessous. Alors non, si vous dites c'est touche-touche, 2 en plus, 2 en moins, 2 en plus, 2 en moins, ça fait 4 points d'écart, vous avez toujours raison, c'est obligatoire. Et puis vous avez un raz-de-marée. Obama nous a dit on va mettre un temps fou pour compter les résultats, ça va être difficile. Ça va être très serré, très serré. Très serré. Donc évidemment, ça permet de retrouver quelques urnes perdues, de faire de telle sorte que, tiens, d'un seul coup, il y avait une urne républicaine, elle est devenue une urne démocrate. Et puis ces fameuses machines, vous appuyez sur un bouton, vous ne savez pas où ça part, puis après vous dites, voilà, c'est un vote démocrate. Tiens, c'est drôle, j'avais appuyé républicain. Donc toute cette propagande qui a été faite par les Obama, les Clinton, les Biden, les Kamala Harris, tout ça, c'est un monde qui méprise le peuple. Et le peuple dit, eh ben non, nous, on veut celui-là. Alors, il a des qualités, des défauts, on est au courant. Mais c'est quelqu'un qui dit, je vais mettre des frontières, je vais vous protéger, on va penser à vous. Et puis, c'est surtout un anti-wokiste. Donc, en ce sens... On y arrive. J'aimerais juste qu'on reparle de cette révolte du peuple. Est-ce que vous analysez cette victoire de Trump comme telle, comme une révolte du peuple contre les élites? On va juste écouter quelques Français interrogés cette semaine par nos équipes. On leur a posé cette question simple. S'agit-il, selon vous, d'une révolte populaire et démocratique contre les élites? Écoutez leurs réponses sur CNews et Europe 1. Je le comprends, oui, tout à fait. Non, les inégalités se creusent entre le monde élitiste et le peuple. On a le même problème, mais à beaucoup moins grande échelle. Ouais, nous, les élites sont trop déconnectées de la réalité du terrain. Je suis pas très Trump, mais même pas du tout, mais il fait partie de... Il a parlé correctement aux Américains, tout simplement. C'est ce qu'ils voulaient entendre, c'est le nationalisme, le pays avant tout. Et les élites vivent, je pense, dans un monde qui leur est propre, un monde où l'argent ne compte pas, alors qu'aujourd'hui, les peuples des démocraties sont beaucoup touchés par la crise et je pense qu'en fait l'argent compte beaucoup pour eux. Qui parle à une autre Amérique, celle qui travaille, c'est un peu au fond l'Amérique des Gilets jaunes et ça on peut comprendre ici. Alors bien sûr le personnage il peut des fois laisser à désirer mais il parle aux gens simples et ça parle. C'est intéressant ce que disent les Français. Bien sûr. Ils ont tout compris, comme toujours. Pas forcément les Français, ceux que vous avez choisis sur un trottoir. Je suis d'accord avec ce que ce monsieur dit, bien sûr. C'est le président des Gilets jaunes. Le problème des Gilets jaunes, c'est qu'ils se sont fait avoir avec Mélenchon, la CGT, le PC, etc., qui ont récupéré cette colère, qui était une colère de girondine, c'est-à-dire en province. C'était sur les ronds-points des villes ou des sous-préfectures de province. Et puis d'un seul coup, Mélenchon, qui avait commencé par cracher dessus avec Coquerel dans la salle des 4 colonnes, ils se sont dit, oh là là, il y a quelque chose à récupérer ici, allons-y, allons maintenant derrière les Gilets jaunes. Ils ont tué les Gilets jaunes, ils ont détruit les Gilets jaunes. Mais c'est une voix qui est restée là, c'est une voix qui est restée en travers de la gorge, si je puis me permettre l'expression, avec les Gilets jaunes. Et il manque en France quelqu'un qui pourrait donner de la force, de la puissance à cette voix de... Il n'y a pas de Trump français, Michel Onfray. Non. Personne n'est comparable. Non, c'est pour ça qu'on a cherché, on a dit, dans l'invective, dans la grossièreté, il fait songer à Jean-Luc Mélenchon, d'autres ont dit, mais non, plutôt à Jean-Marie Le Pen, mais non, c'est plutôt Marine Le Pen. Non, pas du tout. Je pense que tous ces gens-là, Marine Le Pen et Mélenchon compris, sont des gens qui veulent rester dans la configuration européenne. Donc si vous restez dans la configuration européenne, vous n'avez pas le choix d'obéir à la nation française ou au peuple souverain. Vous obéissez à ce que l'Europe vous propose. Donc il faudrait quelqu'un qui dise les Français d'abord, j'en entends aucun le dire, et qui nous dise on va faire une politique qui sera prioritaire pour les Français. On va aider les Français, aimer les Français, c'est le peuple français. Et puis après, si d'autres veulent venir partout de la planète, c'est leur affaire, mais peut-être on leur dira que c'est pas forcément l'hôtel obligatoirement. Et là, je ne vois personne dans les grands candidats susceptibles. Mais c'est peut-être l'heure pour que quelqu'un se lève, émerge. Un tout petit mot sur le célèbre politologue américain Francis Fukuyama, qui a récemment exprimé que l'élection de Donald Trump, c'était le rejet décisif du libéralisme. C'est à peu près l'inverse de ce qu'il a dit depuis 20 ans. Formidable. Et ça, j'ai adoré ça. C'est ce matin dans le Figaro, qui reprend ces thèses qui ont été données dans un journal aux États-Unis.
Et en deux mots, Francis Fukuyama, c'est quelqu'un qui nous disait qu'après la chute du mur de Berlin, le libéralisme allait triompher, que rien n'allait s'opposer au triomphe planétaire du libéralisme. Et vous aviez en face de lui Samuel Huntington qui avait un livre, ça s'appelait La fin de l'histoire et le dernier homme pour Fukuyama. Et pour Samuel Huntington, il y avait un autre livre qui était Le choc des civilisations. Et Huntington lui disait non, il y a des blocs de civilisation qui sont des blocs spirituels et religieux. Et de fait, si vous mettez de côté tout ce qui est religieux, vous ne comprenez pas grand-chose à la géopolitique. C'est-à-dire la Chine est confucéenne, l'Inde est hindouiste, l'Europe est judéo-chrétienne, mais même dans l'Europe judéo-chrétienne, vous avez des catholiques, mais vous avez des protestants, vous avez aussi des chrétiens orthodoxes. Et ce qui se passe en Ukraine avec la Russie a à voir également avec les conciles théologiques que les gens ne connaissent pas, mais pendant 10 siècles, les conciles ont fait la loi, et il y a un substrat spirituel au conflit de civilisation, aux guerres de civilisation. Moi, je défends Huntington depuis le début. Et je me souviens, j'étais chez Grasset à l'époque, j'étais évidemment un dangereux personnage, puisqu'il fallait absolument défendre Fukuyama, qui était le penseur du libéralisme. Et voilà cet homme qui nous dit « Je me suis trompé. Un peu trompé. C'est pas vraiment comme ça que les choses se sont passées. Il y a quand même quelqu'un qui nous dit à un moment donné qu'il a mésestimé l'impuissance de l'islam en disant que l'islam n'était pas capable de gouverner. L'islam est au pouvoir depuis 1974 en Iran et dans plein d'autres pays du monde, le Pakistan, etc., etc. Et ils gouvernent, et ils ont une aspiration à gouverner, et l'Oumma a une aspiration planétaire, gouvernement. Donc l'idée que Fukuyama ait pu dire autant de bêtises, qu'il ait pu être soutenu par tous les défenseurs de Kamala Harris en France, Saint-Germain-des-Prés, la gauche bobo, etc., enfin, tous ces gens-là qui nous disent « Ah, mais c'est Huntington, il crée les conflits ». Mais non, Huntington, c'est pas le cancérologue qui crée le cancer, c'est celui qui diagnostique le cancer. Huntington, il disait « C'est comme ça que ça va se passer ». Et ça se passe effectivement comme ça. Les blocs spirituels sont des blocs géopolitiques aujourd'hui. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On va écouter donc le général de Gaulle, Michel, lorsqu'il a sollicité les Français par référendum pour approuver l'élection du président de la République au suffrage universel. 1962, on écoute le général de Gaulle en 1962. Il a clairement corrélé la réponse des Français à la suite de son action. Archive. Quant à moi, chaque oui de chacune de celles, de chacun de ceux qui me l'aura donné, me sera la preuve directe de sa confiance et de son encouragement. Or, croyez-moi, j'en ai besoin pour ce que je puis faire encore, comme hier j'en avais besoin pour ce que j'ai déjà fait. Ce sont donc vos réponses qui me diront le 28 octobre si je peux et si je dois poursuivre ma tâche. Voilà pour le général de Gaulle, Michel Onfray. On voit bien que là, il dit, c'est où vous me dites oui, ou je m'en vais. Et il n'y a pas de demi-mesure. C'est le génie de la Ve République de réunir la monarchie et la République. La monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. D'où le suffrage universel. Alors, j'ai vu que c'est 1962, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Il dit la volonté du peuple va générer la désignation d'une personne. Cette personne n'a pas des droits, mais des devoirs à l'endroit du peuple. C'est le contraire de Macron, qui lui pense que parce qu'il a été élu, il a tous les droits sur le peuple. Le général de Gaulle dit ça me donne des devoirs. Moyennant quoi, si je perds ce contrat social entre vous et moi, je suis le monarque, mais en même temps la République, c'est que vous disposez de la guillotine. La guillotine, c'est quoi ? Les élections. Vous votez contre moi, mon parti, mes représentants, ou etc., ou ceux qui se réclament de moi, je m'en vais. Et c'est le coup de génie, parce que voilà un homme qui dit, mais moi je suis à votre service. C'est pas quelqu'un qui dit, comme Macron, la France c'est moi, et si je perds, je reste. Non, lui il dit, si je perds, c'est que vous ne voulez pas de moi, si vous ne voulez pas de moi, je m'en vais. La souveraineté vous revient, la souveraineté populaire, c'est ça, démocratie, on apprenait ça jadis à l'école, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et le général de Gaulle dit, ce pouvoir, il le dit en 62, à cette date, doit culminer dans un homme qui, lui, a des devoirs. C'est-à-dire, il dit, mais je ne suis pas investi des pleins pouvoirs, je suis investi du pouvoir que la souveraineté nationale m'aura donné, que le peuple m'aura donné. Et aujourd'hui, le peuple passe à la trappe. Mais plus personne n'aurait ce courage-là. Aujourd'hui, plus personne n'a ce courage-là. Bien sûr. De dire, vous ne votez pas comme... vous votez contre moi, je m'en vais. Et bien sûr. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a tant d'instituts de sondage et pourquoi il y a tant de conseillers en communication. Parce qu'il s'agit d'aller... Alors là, pour le coup, c'est ça le populisme. Et c'est ça la démagogie. On utilise le mot n'importe comment, mais la démagogie, c'est l'art de séduire le peuple. Donc on dit, mais que pensez-vous ? Ah, c'est très exactement ce que je pense. Vous êtes d'accord sur quoi, sur ce sujet ? Vous êtes pour ou contre la peine de mort ? Ah, c'est bizarre, moi également. C'est ça le démagogue. Le général de Gaulle, il dit, moi je pense ça.
Vous voulez, vous prenez, vous voulez pas, ne prenez pas. Quand le 18 juin, il fait l'appel, il n'a pas demandé à un institut de sondage ou à des conseillers en communication combien de gens allaient répondre en disant « Vous avez été 0,6% à dire que vous viendriez me rejoindre, donc je ne fais pas cet appel du 18 juin. » Il y va et il dit « J'en appelle à l'histoire. » Personne n'en appelle plus à l'histoire, personne n'en appelle plus au peuple. Et le peuple aujourd'hui, il est berné, il est subjugué. À chaque fois qu'on lui demande sa voix, c'est la plupart du temps pour lui mettre une gifle dès qu'on aura vu qu'il a mal voté. Comment vous la voyez, vous, la solution pour que la concorde nationale revienne d'une façon ou d'une autre? Je pense que la structure psychique d'Emmanuel Macron est ainsi faite qu'il ne changera pas. Et qu'il n'écoute pas, il n'a pas le souci d'autrui. Je ne vais pas dire qu'il n'admire la France ni les Français, vous me reprendriez. Non, voilà, je vous reprendrai donc on ne pourra pas changer ce personnage à qui il reste 3 années d'exercice du pouvoir. Je ne pense pas qu'on puisse continuer, après que les gens aient fini par comprendre qu'effectivement, voter, ne pas voter, ça sert à rien, puisque de toute façon, les votes, quand ils ne correspondent pas à son désir, sont mis à la poubelle, ça va être problématique. Je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça se passe mal pendant ces 3 années. Alors d'abord, il y a 1 année pendant laquelle il ne va pas pouvoir dissoudre. Donc pendant 1 année, tous les partis politiques vont lui mener une vie dure terriblement, quoi. Sauf peut-être Marine Le Pen, qui elle dira « j'attends, et mon tour viendra », pendant que les autres diront « on y va, on y va, on y va ». C'est-à-dire qu'une stratégie en permanence de « arrivons sur Matignon, embastillons le Premier ministre, arrêtons les trains, interdisons les avions, coupons les robinets d'essence » ou ce genre de choses. Il va y avoir tout ça, il va faire quoi Emmanuel Macron pendant tout ce temps-là? Donc je vois ça mal. Je pense que s'il y avait un soupçon de gaullisme chez lui, peut-être, je ne sais pas ce que pense Brigitte Macron. Je ne sais pas ce qu'elle pense, cette femme, de la dérive de son homme, de son mari. Et elle doit être seule, elle aussi, parce que j'ai assez confiance en elle. Je pense que ça me paraît être une belle personne. Et je pense qu'Emmanuel Macron est dans une solitude incroyable et il semble n'écouter personne. Mais il y a un moment donné où il faudrait lui dire, mais pour les Français, pour la France et pour toi-même et pour l'histoire, laisse ta place. Laisse ta place, tu as échoué. Fait confiance au peuple. Quand il dit « Oh, mais moi j'ai confiance au peuple », vous vous souvenez quand il a dit « Faut pas avoir peur d'aller demander au peuple son avis ». Mais après, quand on demande son avis au peuple et que le peuple dit « Bah oui, mais non, on ne veut pas de toi », là il dit « Le peuple s'est trompé. C'est l'époque où vous n'avez qu'à venir me chercher ». Puis quand on vient chercher, là il y a des cordons de police, il y a des choses, on ne peut pas aller le chercher véritablement. Pour terminer, vous citez l'Ecclésiaste, Michel. C'est une merveilleuse phrase. Laquelle? Malheur à la ville dont le prince est un enfant. C'est un peu terrible. Le cas de notre pays. Eh ben oui. En un mot. Bon. Oui. Bon. Merci Michel Onfray. C'est déjà terminé. Merci pour cette belle saison qu'on a passée ensemble. C'est moi qui vous remercie. D'en face à Michel Onfray. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Exactement. Et qui nous regardent, auditeurs et téléspectateurs, Europe 1, CNews. Ils sont de plus en plus nombreux, donc on les remercie du fond du cœur. Et puis on se retrouve à la rentrée. On redémarre une nouvelle saison de Face à Michel Onfray.